Ouais, ça va aller mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse finir de vous installer. Donc bienvenue ici à l'EHESS pour cette troisième journée du colloque pour une recherche scientifique responsable qui vient conclure donc l'ensemble de ce cycle de colloques. Donc j'en profite pour remercier tout d'abord Francis Chateau-Reynaud, grâce auquel on est accueillis ici à l'EHESS. Je suis Kevin Jean, président de l'association Sciences Citoyennes, une association qui depuis plus de 15 ans œuvre pour une réappropriation démocratique et citoyenne des sciences, dans le but de les mettre au service du bien commun, et avec l'idée qu'une science pour tous doit se faire avec tous. Depuis plusieurs années, l'association se penche sérieusement sur les questions de responsabilité dans la recherche scientifique, avec notamment en 2015 la publication du manifeste que vous devez avoir. Le constat, les décisions scientifiques et techniques d'hier ont une influence sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, de même que ce qui se fait dans les laboratoires aujourd'hui détermine, du moins en partie, ce que sera le monde de demain. Or, à l'heure où les activités humaines ont un impact sans précédent sur la planète, à l'heure où l'humain est même devenu une force géologique à part entière, on constate un déficit général dans la volonté, dans la possibilité d'imputer la responsabilité de cette situation et des décisions qui nous y ont emmenés à un acteur ou à un autre. Chacun des acteurs, les États, les décideurs politiques, le secteur économique et le secteur de la recherche scientifique, faisant preuve d'une irresponsabilité manifeste et se dédouanant au nom d'impératifs supérieurs, l'impératif supérieur qui nous est le plus souvent ressassé étant celui de la compétition généralisée entre États, entre entreprises, entre labos. Donc suite à ce manifeste, nous avons décidé d'élargir nos réflexions sous la forme de ce cycle de colloques, en posant la question de la responsabilité dans la recherche d'abord à l'échelle des institutions, c'était la première journée en avril, puis à l'échelle des chercheurs, la journée de mai, et tout ça avant, enfin aujourd'hui, d'explorer des nouvelles voies, des contre-modèles, donc ce qui va nous occuper pour cette journée. Donc la recherche scientifique se fait au sein d'institutions qui répondent à des logiques qui leur sont propres, et la première journée de ce cycle, en avril, a cherché à comprendre ces logiques et à voir les effets qu'elles pouvaient produire. Thomas Lamarche nous a rappelé que la recherche scientifique subit depuis les années 70 un virage utilitariste, le secteur de la recherche scientifique étant devenu un secteur productif comme les autres, et les connaissances étant devenues une marchandise au même titre que les autres. Les intérêts économiques ou politiques génèrent des rapports de force qui vont orienter la production de connaissances ou la production de doutes, pour reprendre la formule rendue célèbre par les industriels du tabac. Ceci dit, Jean-Baptiste Fressoz nous a alertés en montrant que la connaissance n'est pas toujours le facteur, ou le manque de connaissances, n'est pas toujours le facteur le plus décisif dans la régulation des techniques, et qu'il arrive que des techniques néfastes soient mises sur le marché en pleine connaissance de cause, avec les exemples qu'il a détaillés, notamment celui de l'automobile, qui a été imposé en dépit de très larges oppositions au début de l'histoire de ces techniques. Plus récemment, on a vu comment la gouvernance des sciences et des techniques par les procédures participatives comment ces procédures avaient finalement desservi leur but initial, qui était de redistribuer le pouvoir décisionnaire quant aux choix techniques et scientifiques, pour finalement devenir un instrument de contrôle et de maîtrise de la critique. Sarah Aguiton l'a bien illustré, nous a donné un autre exemple du fait qu'à côté des questions et des enjeux de connaissance, de leur insuffisance ou de leur détournement, d'autres processus de régulation, des processus sociaux, des processus politiques sont à l'œuvre. Donc ce premier colloque, celui d'avril, nous a rappelé ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la recherche scientifique ne se fait pas hors sol, en apesanteur, libérée de toute contingence. Le chercheur, la chercheuse, n'est pas au-dessus de la société, ne pratique pas son métier indépendamment d'elle. Il ou elle pratique, donc le chercheur, la chercheuse, son activité à la fois au sein d'institutions, mais aussi au sein de collectifs et de communautés de chercheurs. Et donc c'est sur cette deuxième échelle, le chercheur, la chercheuse au sein de sa communauté, de son collectif, que la deuxième journée de ce cycle en mai nous a occupés en interrogeant leurs responsabilités individuelles et collectives. Isabelle Stengers nous a par exemple donné à entendre son étonnement, voire son agacement face à la première barrière qu'on rencontre quand on veut questionner la responsabilité des chercheurs, c'est celle de la pauvreté de leur imagination quand il s'agit de prendre du recul sur leurs conditions d'exercice,
avec le poncif toujours resservi que prendre le temps de réfléchir aux conséquences de la recherche, c'est risquer de freiner le progrès. Il a été également discuté comment, au sein d'un collectif, les stéréotypes, parfois les plus bêtes et méchants, peuvent se renforcer. André Cicolella nous en a donné une illustration personnelle, ou comment les chercheurs déviants, ceux qui font entendre une autre voix, peuvent être finalement ostracisés. Et plus quotidiennement, Florence Piron nous a développé un autre exemple, celui du jeu des publications scientifiques, dans lequel des chercheurs préfèrent être publiés au sein d'un système hégémonique plutôt qu'être lus par les publics concernés par leurs recherches. Et donc ce qui est sorti de cette deuxième journée, c'est un sentiment de nécessité. Il y a une nécessité de construire un nouveau référentiel pour penser les liens entre science et société. Le vieux référentiel qui situe le chercheur, la chercheuse sur un piédestal au-dessus de la société, étant finalement périmé. Donc voilà, le cadre est posé, les constats sont faits, reste maintenant sur ces bases à entrevoir les pistes qui s'offrent à nous pour penser ce nouveau référentiel, inventer d'autres pratiques et visions de la recherche. Et donc c'est le but de la journée. Mais là, je laisserai Olivier Leclerc présenter le programme du jour. Alors, comme on arrive à ce troisième colloque, qui va conclure le cycle, je ne peux pas manquer d'adresser un très grand remerciement à toute l'équipe qui a organisé le colloque, donc le conseil scientifique, le comité de pilotage et tout particulièrement à Aude Lapran pour toute l'énergie qu'elle a mise dans l'organisation de ce cycle. Et sincèrement, la qualité des réflexions, des discussions qu'on a eues les deux précédentes journées et qu'on aura très certainement aujourd'hui, doivent beaucoup à son investissement et à l'énergie qu'elle a mis dans cette organisation. Enfin, je vais m'arrêter là-dessus. Vous savez que nous sommes dans un contexte où les aides publiques pour le secteur associatif s'amenuisent. Et donc, si vous avez apprécié ces colloques, si vous voulez nous aider à leur donner une suite, si vous voulez nous aider à faire vivre les discussions, les réflexions qu'on a ensemble, à les diffuser, n'hésitez pas, adhérez à Science Citoyenne. On a toujours besoin de moyens pour mener nos activités et on est toujours en recherche de bonne volonté, d'idées nouvelles. Et voilà, je vais finir là-dessus. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Je voudrais remercier les organisateurs plus largement de ce colloque pour la confiance qu'ils m'ont fait en me proposant d'en assurer l'animation au cours de cette journée. Donc, je suis Olivier Leclerc, juriste, chercheur au CNRS et responsable de l'équipe de recherche Sciences, Innovation et Démocratie. Alors, Kevin, Jean a rappelé les grandes lignes des deux précédents colloques. Cette troisième journée, je pense, ne va pas remettre en cause le diagnostic qui a pu être fait précédemment, mais prend une orientation, sinon plus optimiste, du moins peut-être résolument constructive, en soulignant qu'il existe d'autres manières de pratiquer les recherches qui associent les citoyens à la recherche ou à l'élaboration des questions de recherche. Autrement dit, si les deux premiers colloques se sont intéressés plutôt aux zones de fracture, on va ici, aujourd'hui, s'intéresser plutôt aux zones de recoupement, celles dans lesquelles société civile et chercheurs sont associés. Alors, la matinée va être consacrée à des expériences de recherche qui associent chercheurs et citoyens, étant précisé, bien sûr, que ces expériences ne constituent que quelques illustrations de ce qui est en fait un continent assez vaste d'expériences. Et à chaque fois, il s'agira d'envisager bien ce qu'apportent ces dispositifs de recherche. Quelles sont les difficultés, car bien sûr il y en a, et quels sont les moyens de surmonter ces difficultés. Alors l'ensemble se trouve placé sous le chapeau d'une grande question, quel avenir pour la recherche? Donc on verra si ces expériences sont appelées à constituer l'avenir de la recherche ou sont condamnées à rester des pratiques de niche. Alors l'après-midi prendra appui sur les enseignements de la matinée, mais pour élargir le propos et envisager dans une perspective aussi qui serait plus politique, ce qui pourrait être un nouveau contrat entre la recherche scientifique et la société. Et cet après-midi se terminera par une table ronde conclusive qui s'efforcera de tirer profit non seulement de la journée, mais plus largement des 3 manifestations. Alors, pour rester encore un instant dans la présentation du colloque, un mot sur le fonctionnement. Donc, nous aurons 2 moments consacrés à la discussion avec la salle, qui seront en fin de matinée ce matin donc, et avant la table ronde conclusive. Donc, je vous demanderai de réserver vos questions, interventions, remarques et critiques pour ces 2 temps.
Bien sûr, il y a là quelque chose de frustrant, mais peut-être une consolation, c'est de dire que les intervenants eux-mêmes sont tenus à un temps de parole tout à fait limité, et je profite de l'occasion pour le redire, puisque je serai chargé de veiller à ce qu'on ne dépasse pas donc le temps imparti pour profiter pleinement de la richesse de la journée. Alors, avant d'aborder le premier temps de cette matinée, je voudrais identifier quelques questionnements, sans évidemment être le moins du monde exhaustif, mais qui me semble utile peut-être de poser en tout début de séance, et en commençant par une question de vocabulaire. Alors, non pas évidemment pour imposer des formulations, mais plutôt pour essayer de clarifier les objets dont on va parler aujourd'hui, parce que le vocabulaire est assez peu fixé pour les objets qui nous occupent, et par ailleurs, derrière certains termes, on retrouve une grande variété de pratiques. En particulier, au cours de cette journée, on parlera assez régulièrement des recherches participatives. Alors, on trouve derrière ce terme des recherches dans lesquelles des chercheurs et des enseignants-chercheurs professionnels et des citoyens, qui sont en réalité beaucoup plus souvent des collectifs ou des associations de citoyens, sont associés. Mais les modalités de cette association sont assez variées. Dans certains cas, les citoyens se mettent au service d'un protocole de recherche qui est élaboré par des chercheurs. C'est le cas, par exemple, d'un certain nombre de programmes élaborés au Muséum national d'histoire naturelle dans le domaine des sciences de l'ornithologie, par exemple, ou de la botanique, etc. Dans d'autres cas, ce sont des citoyens qui initient la recherche, qui passent la commande. Alors là, évidemment, ça suppose de disposer de fonds, mais il existe un certain nombre d'associations, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale, qui peuvent avoir la capacité d'impulser véritablement des recherches. Et puis, dans d'autres cas, les objets de recherche sont construits ensemble par des collectifs ou par des citoyens et des chercheurs. On parle là de recherche coopérative, co-construite, partenariale, etc. Le vocabulaire est assez diversifié. Et encore une fois, il ne s'agit pas de fixer les termes ici, mais d'insister sur le fait qu'il règne une certaine diversité et que les recherches participatives s'accommodent aussi de modalités de recherche qui sont descendantes entre des chercheurs et des citoyens qui se mettent au service de ces protocoles de recherche. Deuxième observation préliminaire, il me semble qu'au cours de cette journée, il serait particulièrement bienvenu et utile que au-delà du constat qui a pu être fait des limites de la liaison entre société et recherche, on prête une attention assez précise aux conditions matérielles et institutionnelles qui garantissent le succès des opérations de recherche participative. Donc des dispositifs très concrets qui assurent le succès de ces opérations. Et ça ne devrait pas nous faire, ça devrait, je pense, nous conduire à nous intéresser à des choses très concrètes, très pratiques, comme les rapports entre les chercheurs et les associations, comme les modalités de communication entre les chercheurs et les collectifs impliqués dans les recherches, etc. Enfin, dernière observation, je ne voudrais pas être trop long, pour peut-être dire qu'à mes yeux, en tout cas, il serait sans doute un peu trop simple et peut-être même simpliste de dire que la journée est consacrée à des contre-modèles qui viennent en opposition frontale à la recherche académique, pour l'appeler ainsi, ou à la recherche, ou les modalités classiques de recherche. Parce que, au moins, je pense que la matinée illustrera que les recherches participatives ne se font pas toujours, ou se font rarement contre les chercheurs, mais avec les chercheurs. Du moins, certains d'entre eux. Et c'est des chercheurs qui élaborent des protocoles de recherche, qui sont associés à des opérations de recherche participative, qui co-construisent des programmes de recherche et qui aussi sont un facteur important pour l'obtention de financement. Alors, plusieurs conséquences, au moins deux. La première, c'est que je pense que pour la clarté du propos de la journée, il serait bon qu'on distingue bien les sciences participatives des opérations, disons des pratiques de sciences qui sont le fait d'amateurs. On peut penser par exemple aux sociétés savantes locales, qui ne comptent pas nécessairement dans leur rang des chercheurs professionnels. Donc là, évidemment, il y a aussi un objet qui est très intéressant, mais qui n'est sans doute pas exactement le même que celui qu'on va considérer aujourd'hui, de même que tous ces individus qui ont la capacité, sans doute aussi les moyens, de mener des recherches dans des tiers-lieux, par exemple, dans différents domaines, comme celui de la biologie, exemple classique, mais il y en a d'autres. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'il me semble qu'il est intéressant de se poser la question
de savoir comment parvenir de façon très concrète à enrôler les chercheurs dans les formes participatives de recherche. Puisque, je le répète, ces formes de recherche se font rarement contre les chercheurs, mais avec, eh bien, comment favoriser ce avec. Voilà, je m'en tiens là pour ces quelques interrogations et je propose aux 4 intervenants de la conférence introductive, qui sera plus une conférence polyphonique, à 4 voix, donc à me rejoindre à la tribune. Voilà, merci.